Welcome back to Neutrality Studies, and today I'm joined Bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. award-winning author Aujourd'hui, je suis accompagné de Hugh Miles, auteur primé et journaliste d'investigation spécialisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. wrote an illuminating Hugh a récemment écrit un article éclairant pour le média en ligne arabdigest.org. piece. L'article s'intitulait « Survivre à la guerre hybride, comment l'Iran a déjoué une attaque de changement de régime occidentalo-israélienne ». C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, bienvenue Hugh. What we want to discuss today. So, Hugh, welcome. Merci de m'avoir invité à l'émission. Hugh, this was a very interesting article. in Hugh, which you are c'était un actually article pointing out très that intéressant levels dans lequel vous soulignez comment, à bien des égards, il s'agissait d'une attaque très coordonnée contre l'Iran. Can you just Pouvez-vous lay exposer out votre interprétation de la façon dont cette attaque s'est déroulée et quelles en ont été les différentes étapes? and what the different stages were? Okay, sure. Say, what's happened in Iran in the last D'accord, few weeks, bien to sûr. understand it, is you have to Pour really comprendre ce qui s'est passé en Iran au cours des dernières semaines, il faut vraiment revenir à ce qui s'est produit l'année dernière, en 2025, lorsque Donald Trump a annoncé qu'il allait intensifier sa campagne de pression maximale sur l'Iran. En juillet, il y a eu la guerre de 2 semaines avec Israël, donc la situation était déjà très tendue. Après cela, la pression économique sur l'Iran s'est encore accrue. Trump a imposé davantage de sanctions aux raffineries de pétrole chinoises qui achètent du pétrole iranien, ce qui s'est ajouté à l'énorme tension économique qui s'accumulait depuis des années, depuis la fin du JCPOA en réalité, et même avant cela. La pression n'a cessé d'augmenter, et finalement, tout a éclaté autour du Nouvel An. Finally, this all came to a head in around New Year when if you remember at New Year, Donald Trump and Benjamin Netanyahu. Si vous vous souvenez, au Nouvel An, Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont rencontrés et ont passé les fêtes ensemble. Peu de temps après, il y a eu un effondrement total du rial iranien. Il a perdu environ 30 à 40% de sa valeur. Les responsables américains ont célébré cela comme un succès de la campagne de pression maximale, et cela a déclenché des manifestations en Iran, comme on pouvait s'y attendre. Au début du mois de janvier, les manifestations étaient d'abord pacifiques, mais après environ 3 jours, elles ont soudainement dégénéré en une vague de violence. Nous avons vu affluer des vidéos en provenance d'Iran, montrant des affrontements, de nombreuses personnes tuées, des tirs de mitrailleuses, des combats à la machette, des incendies de mosquées, un chaos total à travers le pays. And complete chaos across the country. And at the same time, Et en même temps, les médias occidentaux ont lancé ce véritable tsunami de propagande, si l'on peut dire, affirmant que les courageux manifestants iraniens pro-démocratie étaient brutalisés par le régime et que l'Occident devait agir. Ainsi, les arguments en faveur d'une guerre se mettaient très rapidement en place, d'une manière qui rappelait fortement ce qui s'était passé en Allemagne, si vous vous souvenez, avant l'invasion de l'Irak, quand on parlait de bébés koweïtiens arrachés à leur couveuse, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de discours sur les atrocités et les violations des droits humains. En même temps, les médias occidentaux rapportaient également qu'il y avait des milliers et des milliers de ces terminaux Starlink. Le New York Times affirmait qu'il y avait 50 000 terminaux Starlink en Iran et que ce groupe hétéroclite de partisans de la démocratie And they used that Ils ont term, utilisé ce terme « bande hétéroclite ». C'était dans le New York Times. ragtag group. Une bande hétéroclite comme un collectif informel de figures de l'opposition qui ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à rassembler 50 000 personnes. 50,000 panels in. Eh bien, justement. Et clairement, cela soulève la question. Comment diable des manifestants pro-démocratie désorganisés auraient-ils pu faire entrer, pour des dizaines de millions de dollars d'équipements de haute technologie, dans un pays sous embargo et lourdement sanctionné? Cela n'a aucun sens. Parce que, enfin, faire entrer ces panneaux Starlink en Iran va non seulement à l'encontre de la manière dont l'Iran gère les choses, mais aussi des sanctions américaines. Non?
Ce serait une violation de la loi américaine d'exporter ça vers l'Iran, n'est-ce pas? Indeed. So, there are multiple, En effet. logistical, financial, Donc vous savez, practical il y a de reasons multiples which raisons are just logistiques, totally unimaginable. financières et pratiques But at pour the lesquelles same tout time, cela est tout simplement American, inimaginable. politicians, Et en même temps, Israeli des politiciens américains, des politiciens israéliens, des dirigeants, y compris le Mossad israélien lui-même, revendiquaient la responsabilité de ces manifestations. Les médias israéliens ont déclaré que le Mossad était présent sur le terrain à Téhéran. Le Mossad lui-même a publié des tweets en farsi affirmant qu'il soutenait, vous savez, les émeutes ou les protestations, ou quel que soit le terme que vous préfériez. Au Nouvel An, Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, a déclaré qu'il y avait des agents du Mossad qui se promenaient dans les rues d'Iran pour se préparer. Donc oui, ils en parlaient très ouvertement. Vous savez, Les Israéliens en étaient très fiers. On en parlait dans les émissions de débat israéliennes sur la chaîne 14, où des journalistes israéliens affirmaient que le Mossad dirigeait les manifestations en Iran et qu'il tuait des gens sur le terrain, qu'il tuait des forces de sécurité et qu'il faisait entrer des armes. Les Iraniens ont montré des milliers, des dizaines de milliers d'armes dans les médias iraniens en disant qu'ils les avaient trouvées et confisquées, qu'elles étaient introduites clandestinement pour les manifestants. Donc, dans l'ensemble, il semblait très clair qu'il ne s'agissait pas d'une protestation organique et naturelle contre les autorités iraniennes, comme on la présentait en Occident. Against the Iranian authorities as it was being presented in the West, but rather it looked very much like the familiar. Mais en réalité, cela ressemblait beaucoup au scénario bien connu de la CIA et du MI6 que nous avons déjà vu à de nombreuses reprises dans plusieurs pays, notamment en Iran en 1953. Ce qui s'est passé à l'époque est très similaire à ce qui se produit aujourd'hui. On fait s'effondrer l'économie, ce que, bien sûr, les pays occidentaux sont particulièrement bien placés pour faire. En 1953, ils l'ont fait en stoppant les exportations de pétrole iranien. Ensuite, il y a des manifestations. L'étape suivante consiste, lorsque des protestations naturelles éclatent, à payer des agitateurs, à distribuer des armes et à les encourager à semer le chaos. Et puis le régime réprime brutalement et le sang coule dans les rues. On utilise alors cette situation soit pour faire pression sur le régime afin qu'il se retire, comme cela s'est produit en 1953, soit, comme cela semblait être le plan dans ce cas, pour intervenir militairement et entreprendre une action visant à achever le travail et à se débarrasser du régime. Cela paraissait être le plan. Mais les Iraniens ont réussi à le contrecarrer, car après quelques jours de chaos total en Iran, alors que nous voyons tant de vidéos de violence et de destruction, ils ont coupé Internet. Avec l'aide des Russes, très expérimentés dans la gestion de la technologie Starlink, puisqu'ils la connaissent grâce à l'Ukraine, où Starlink est utilisé pour manœuvrer des drones, les Russes savaient exactement comment le désactiver et localiser les terminaux. Et apparemment, c'est ce que les services de sécurité iraniens ont fait. Et il y a eu de nombreuses arrestations, et les terminaux ont été confisqués. Une fois que les agitateurs n'ont plus pu se coordonner, les manifestations se sont immédiatement arrêtées. Ensuite, il y a eu d'immenses rassemblements pro-gouvernementaux en Iran, certainement des dizaines de milliers de personnes. Évidemment, il est très difficile de le savoir avec certitude. Le régime iranien affirmait qu'il y en avait des millions. Je ne pense pas que ce soit très probable, mais les vidéos montraient ce qui semblait être des dizaines de milliers d'Iraniens dans les rues soutenant le gouvernement, ce qui, bien sûr, n'était pas obligatoire. Ils n'étaient pas forcés de sortir s'ils ne le voulaient pas. Il y a donc eu ces grandes manifestations pro-gouvernementales, une sorte de ralliement autour du drapeau, et de nombreuses vidéos d'Iraniens déclarant qu'ils soutenaient leur gouvernement, et ainsi de suite. Et bien sûr, rien de tout cela n'a été rapporté dans les médias occidentaux. Je veux dire,
Les médias occidentaux ont, une fois de plus, totalement induit le public en erreur dans leur couverture. Ils ont diffusé ce discours qui semblait destiné à préparer le terrain pour une intervention étrangère, ce qui, bien sûr, est exactement ce à quoi nous nous attendons de la part des médias occidentaux. Nous savons que les médias occidentaux sont pathologiquement anti-iraniens et ne représentent pas équitablement le conflit entre Israël et l'Iran. Voilà donc ce que nous avons constaté. Petite interruption rapide, parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Donc, s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotade.substack.com, le lien est dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Alors, même les réseaux sociaux ont été inondés, non? Surtout Twitter ou X. Je crois que je n'ai jamais vu autant de choses. Enfin, si, dans le contexte du génocide. Mais avec l'Iran, c'est tout simplement incroyable. Combien de comptes ont commencé à publier des vidéos qu'ils présentaient comme des manifestations anti-gouvernementales et qui se sont ensuite révélées être clairement étiquetées comme des manifestations pro-gouvernement iranien ou sans aucun rapport avec l'Iran. Il y avait tellement de photos qui montraient en réalité des manifestations aux États-Unis, tu sais, dans des rues américaines avec des panneaux stop, et pourtant, certains comptes affirmaient sérieusement « Regardez, ils attaquent avec du gaz », alors qu'il s'agissait en fait d'un genre de spray au poivre ou autre, et que c'était clairement aux États-Unis. Je veux dire, il y a eu une attaque massive sur les réseaux sociaux, où, tu vois, une tentative de modeler le récit. Juste énorme. C'était phénoménal. Je veux dire, The Guardian, par exemple. En une semaine, j'ai compté 74 articles. 74 articles publiés sur l'Iran en une seule semaine. C'est absolument extraordinaire. Tu sais, ce tsunami, tous bien sûr, disant essentiellement la même chose. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de déformations des vidéos. BBC Newsnight a présenté des manifestations pro-gouvernementales comme des manifestations anti-régime. La BBC a également mal cité le guide suprême lorsqu'il a déclaré que des milliers de personnes avaient été tuées par des agitateurs soutenus par le Mossad. Et ils n'ont pas rapporté l'intégralité de sa déclaration. Ils ont simplement dit que des milliers de personnes étaient mortes, sans donner le contexte nécessaire. À savoir qu'ils disaient que cela avait été fait par des agitateurs armés, par le Mossad et la CIA. C'était sa déclaration complète, mais ils l'ont omise. Et bien sûr, vous savez, il y a aussi eu cette performance très célèbre d'une dissidente iranienne, une émigrée appelée Masih Alinejad, qui est apparue aux Nations Unies. Elle a pleuré et parlé de millions d'Iraniens tués. Cela a été rapporté par Reuters et diffusé dans le monde entier. Ils n'ont pas mentionné le fait que cette femme, selon Wikileaks en 2009, était un atout du renseignement américain. N'est-ce pas? Elle figure dans Wikileaks où il est indiqué que son identité devait être protégée. Ils n'ont pas non plus mentionné que, selon des informations publiques du gouvernement américain, elle a été payée plus de 800 000 $ américains pour faire de la propagande contre l'Iran pendant son exil en Occident. Et bien sûr, Reza Pahlavi, le fils du Shah, vous savez, vit dans le Maryland et ne peut évidemment pas se rendre en Iran. Il était au premier plan là-bas. Donc, vous savez, tous les groupes d'opposition, on parle des monarchistes, des Kurdes, des Moudjahidines du peuple, MEK, qui sont cette secte étrange ayant combattu aux côtés de Saddam Hussein contre l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Eh bien, ils ont tous eu droit à du temps d'antenne. Et donc vraiment, l'Occident a sorti le grand jeu pour tenter de faire s'effondrer le régime. Et vous savez, il faut bien souligner que le gouvernement iranien, enfin, l'Iran, ne représente pas une menace pour l'Amérique, n'est-ce pas? Il n'a aucune importance stratégique. Tout cela concerne Israël.
Et en fin de compte, tout cela tourne autour de l'indépendance iranienne et du soutien de l'Iran à la Palestine. C'est cela qui motive tout ce projet extraordinaire visant à renverser le régime. This project to try and overthrow the regime. Yeah, and there's nothing surprising. Et vous savez, il n'y a rien de surprenant à ce que les Israéliens et les Américains essayent de faire cela. Beaucoup d'entre nous, dans cet espace des réseaux sociaux alternatifs, s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose vers novembre ou décembre 2025, car il était parfaitement clair qu'après la guerre de 12 jours, la fin de cette guerre n'était qu'un cessez-le-feu, pas une véritable conclusion. Et des personnes, comme John Mearsheimer et d'autres, ont dit « Regardez, c'est un impératif stratégique pour les Israéliens de terminer le travail maintenant que les Iraniens sont relativement affaiblis. Pas complètement, mais relativement. Ils voudraient donc évidemment recommencer. Ce qui est surprenant, c'est la manière dont les Américains et les Israéliens s'y sont pris. Ce n'était pas une attaque ouverte comme celle de la guerre de 12 jours, des missiles qui volent, une tentative de décapiter le régime. C'était une approche souterraine de type changement de régime à la manière de la CIA. Mais cela a échoué. Au final, le coup dur militaire ne s'est pas matérialisé. Alors, pourquoi? Eh bien, je pense que cela s'explique pour plusieurs raisons. Je veux dire, il est clair que le régime iranien a réussi à surmonter cette tempête, et cela montre qu'il a de la résilience. Je peux imaginer plusieurs raisons possibles à cela, mais je dirais qu'une raison fondamentale pour laquelle cela a échoué, alors que le coup d'État de 1953 a réussi, est que, dans d'autres exemples où la CIA a utilisé exactement la même stratégie, comme en Ukraine, les conditions étaient différentes. Je veux dire, le Maïdan, c'est l'approche du Maïdan. Des manifestations spontanées, on les rend sanglantes, des gens sont tués des deux côtés, et boum. Oui. Et, vous savez, Allende en 1973 au Chili, encore une fois, l'effondrement économique conduit à l'instauration de la dictature de Pinochet, selon le même schéma. Mais, pour répondre à votre question, pourquoi cela s'est-il produit? Je pense que la raison, c'est que la puissance de l'Amérique et de l'Occident est en déclin, et qu'ils n'ont plus l'influence nécessaire pour contrôler le monde en développement, ou le tiers-monde, ou quel que soit le terme que vous préférez, de la manière dont ils l'ont fait au cours de l'histoire. Et cela s'explique par toutes sortes de raisons. Mais l'une des principales, à mon avis, c'est que l'Amérique a perdu son élan. Elle a perdu son aura. Vous savez, nous avons tous été témoins de ce génocide horrible et continu depuis 2 ans, où l'Amérique et la Grande-Bretagne sont totalement complices et coupables. Et vous savez, toutes les institutions occidentales l'ont défendu. Les médias occidentaux, les politiciens occidentaux, nous avons tous été complètement choqués de voir le règlement jeté par la fenêtre, le droit international piétiné. Et maintenant, nous avons Donald Trump à la Maison-Blanche, qui incarne le racisme, tout ce qu'il y a de peu attirant en Amérique. Vous savez, c'est un tel menteur, un tel misogyne, un tel raciste. L'Amérique n'apparaît donc plus comme un pays attirant. En 1973, lorsque l'opération Ajax a renversé le régime, l'Amérique était très différente. Vous savez, les gens étaient vraiment attirés par cela. Les Iraniens voulaient y aller, ils en rêvaient. Tout le monde pensait que, vous savez, tout le monde avait une immense foi en l'Amérique et en ses valeurs occidentales. Et maintenant, plus personne n'y croit. Les jeunes n'en croient plus rien. Donc je pense que c'est fondamentalement parce que l'Occident a perdu sa voix. Les gens ne sont plus prêts à devenir des traîtres, à se retourner contre leur propre gouvernement et à accepter le dollar américain pour aller contre leur pays, comme ils l'ont fait en 1973. C'est fondamentalement la raison. Mais c'est une combinaison de facteurs. En gros, l'Occident a perdu le pouvoir de contrôler le monde, comme il le faisait autrefois.
Scott Ritter a proposé une interprétation de la fin de cette approche de changement de régime en Iran que j'ai trouvée intéressante. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut y adhérer, mais il avançait que cela aurait pu être une manœuvre délibérée de Donald Trump pour forcer la main des néoconservateurs pro-changement de régime en Iran, pour leur dire « Très bien, faisons-le ». Mais ensuite, il n'a pas donné suite avec le commandement militaire, car cela aurait révélé les réseaux de ce groupe de néoconservateurs américains et israéliens qui voulaient le faire. Et maintenant, il va être vraiment difficile de reconstituer tout cela. Une fois que ces ressources sont exposées, que les dépôts ont été épuisés et que les routes par lesquelles ces panneaux Starlink sont entrés en Iran ont été démantelées, il devient vraiment difficile de tout remettre en place. Alors Ritter a dit quelque chose comme « D'accord, peut-être que tout s'est simplement effondré. Mais peut-être aussi que l'équipe Trump, qui ne voulait pas de ce type d'intervention et avait un autre plan pour la région, cherchait en réalité à affaiblir cette faction. Quelle crédibilité accordez-vous à cette interprétation? Eh bien, je veux dire, je suis d'accord pour dire que cette tentative de coup d'État raté se préparait depuis des années, n'est-ce pas? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. De toute évidence, un effort énorme y avait été consacré. Constituer ces réseaux, faire passer des armes en contrebande, faire passer des Starlink, et ainsi de suite. Donc oui, c'était un investissement majeur qui a échoué. Je pense que Donald Trump s'en est retiré. Qu'il a renoncé à attaquer l'Iran, parce qu'il n'y avait aucune chance de réussite stratégique. Je ne pense pas que le plan ait échoué parce que les Iraniens avaient réussi à réprimer la tentative de coup d'État. Et ensuite quoi? Vous savez, le problème avec Donald Trump, c'est que bien qu'il soit absolument dévoué à servir Israël, c'est sa priorité numéro 1. La principale priorité d'Israël est de faire s'effondrer le régime iranien. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il a les mains liées. Il ne peut pas envoyer de troupes au sol, car le peuple américain est totalement opposé aux invasions étrangères. Alors, que pouvait-il faire? Tout ce qu'il pouvait faire, c'était bombarder et tenter des décapitations. Et il l'a évidemment essayé, sans succès. Il n'y avait donc aucune perspective réaliste de réussite stratégique. En somme, cette tentative impériale de faire tomber le régime iranien a échoué. Et je pense que s'il y avait eu la moindre chance que cela fonctionne, ils auraient continué. Et ils réessaieront s'ils le peuvent. Mais ils ont échoué. Et il est important de noter que leur échec est absolument historique. Car s'ils avaient réussi, l'Iran aurait été plongé dans un chaos total, n'est-ce pas? Cela aurait probablement duré des décennies, voire un siècle, de chaos et de guerre civile entre tous ces groupes, parce que l'Iran aurait été, vous savez, en grande difficulté. Et évidemment, l'axe de la résistance à travers le Moyen-Orient aurait perdu son principal soutien. Le projet israélien aurait donc pu s'étendre, et la Palestine aurait été anéantie. Israël aurait pu, vous savez, réaliser ses ambitions, assurer son hégémonie sur toute la région, et s'étendre à tous les autres pays arabes dans lesquels il souhaite s'étendre. Car c'est vraiment uniquement l'Iran qui empêche le projet israélien d'aller plus loin. Ainsi, le fait que cette tentative de coup d'État ait échoué a eu une importance absolument colossale sur le plan historique. Alors, assistons-nous maintenant à un changement dans l'approche des États-Unis envers l'Asie de l'Ouest. Je veux dire, en ce moment, depuis 5 ou 6 jours, les États-Unis semblent se retirer de Syrie, de ces zones qu'ils occupaient dans la région kurde, au nord-est. Et bien sûr, comme d'autres l'ont dit, ils abandonnent leurs alliés, n'est-ce pas? En gros, voilà, et maintenant, ces alliés sont attaqués par des combattants de l'État islamique qui se trouvent du côté du gouvernement, puisque le gouvernement syrien est contrôlé par un ancien chef d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, n'est-ce pas?
et de très mauvaises choses sont sur le point de se produire là-bas. Mais pourquoi se retirent-ils maintenant de ces positions qu'ils occupaient depuis 10 ou 12 ans? Eh bien, les États-Unis soutiennent les Kurdes. Bien sûr, ça fait de nombreuses années qu'ils le font. Mais ils soutiennent aussi Ahmed al-Shara, le nouveau gouvernement syrien. Donc vous savez, ce sont tous deux leurs alliés. De toute évidence, les Américains ont décidé de laisser al-Shara consolider son pouvoir et s'étendre. Et nous ne pouvons vraiment que deviner pourquoi. Mais en somme, la Syrie fait essentiellement ce que les Américains veulent en ce moment. Al-Shara est manifestement un dirigeant très pragmatique. Il part d'une position très faible, son pays ayant été dévasté par de nombreuses années de tyrannie et de guerre. Et donc, vous savez, il pourrait perdre le pouvoir. La Syrie pourrait sombrer dans le chaos. Donc vous savez, les Américains, pour le moment, ils font évidemment ce qu'ils veulent, et ils ne représentent aucune menace pour Israël, ce qui est crucial. Et c'est en fin de compte ce que veut Israël. Je veux dire, la politique américaine en Syrie est évidemment dictée par Israël, et ce qu'Israël veut, c'est une Syrie affaiblie. Et actuellement, Israël a obtenu cela. Donc vous savez, tout va bien. La Syrie est désormais confinée. Elle ne présente aucune menace pour Israël dans un avenir prévisible. Et ainsi, al-Shara a été autorisé à faire ce mouvement et à consolider son pouvoir. Évidemment, si al-Shara devait changer de ton à un moment donné et commencer à manifester une quelconque hostilité envers Israël ou l'Amérique, on s'attendrait certainement à ce que les Américains reviennent immédiatement à leur soutien aux Kurdes. Mais pour l'instant, al-Shara semble avoir obtenu le soutien américain, ce qui est habile de sa part, étant donné qu'il dispose d'une position aussi faible et qu'il doit gérer tant de problèmes internes et externes. Il a bien réussi, de son point de vue, à consolider son pouvoir sur l'ensemble de la Syrie. Et c'était très nécessaire. Si l'on renverse, vous savez, le régime précédent, il faut ensuite consolider son pouvoir pour survivre. Il faut agir rapidement et, vous savez, éliminer les autres forces armées. Et vous savez, c'est la faute que nous avons observée dans d'autres révolutions, comme en Égypte et ailleurs. Le nouveau dirigeant arrivé au pouvoir a tergiversé, n'a pas agi efficacement pour éliminer l'État profond et supprimer les autres centres de pouvoir. Et en conséquence, il y a eu une contre-révolution et ils ont été renversés. Donc vous voyez, al-Shara devait vraiment faire cela. De son point de vue, c'est un grand succès, car les Kurdes représentaient une menace majeure pour son autorité. Mais bien sûr, ce n'est pas encore terminé. Nous ne savons pas, les Kurdes n'ont pas disparu. Et maintenant, il y a évidemment beaucoup de rancune entre lui et les Kurdes. Donc vous savez, le problème ne va pas complètement disparaître. Oui, laissons celui-là de côté. Mais que prévoyez-vous? Les États-Unis en ont-ils fini avec l'Iran? Parce que je ne le pense pas. Nous recevons encore des rapports sur tout un groupe aéronaval en route vers le Golfe. Que vous attendez-vous à voir se produire en ce moment? Parce que je veux dire, Israël veut évidemment la mort de l'Iran, purement et simplement. Que pensez-vous qu'il va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois? Eh bien, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'ils essaient à nouveau avec l'Iran, parce que, comme tu le dis, Israël veut clairement détruire l'Iran. Et, évidemment, Netanyahou a personnellement intérêt à une guerre perpétuelle, car cela le maintient au pouvoir et l'empêche d'aller en prison pour des accusations de corruption. Donald Trump a lui aussi intérêt à une guerre perpétuelle, car cela évite qu'on parle des dossiers Epstein, qu'il n'a pas encore rendus publics. Donc tu vois, je pense qu'ils ont de fortes raisons de continuer. Je m'attends donc à ce qu'ils réessaient avec l'Iran,
tôt ou tard. Je ne pense pas que l'histoire soit terminée. Mais après avoir tenté 2 fois en 7 mois de renverser le régime, d'abord avec cette guerre de 12 jours, puis avec cette attaque hybride mêlant bots et octets, ils ont manifestement épuisé beaucoup de capital et joué une grande partie de leurs cartes. Il semble donc que l'Iran ait réussi, pour l'instant, à repousser l'assaut impérial. Mais oui, ils essaieront sûrement à nouveau. De plus, je veux dire, il semble que l'Iran ait gagné un peu plus de confiance dans sa coopération, surtout avec les Russes. Mais aussi du côté chinois, beaucoup affirment qu'il y a de nombreux vols en provenance de Chine à destination de l'Iran. Alors, pensez-vous que Pékin et Moscou ont réagi assez rapidement au cours des derniers mois pour tenter de soutenir les Iraniens? Bien sûr, je veux dire, l'Iran n'aurait pas survécu sans le soutien économique et militaire de la Russie et de la Chine. Donc oui, ils aident clairement le régime iranien à rester au pouvoir. Et sans eux, le régime serait certainement tombé, je pense. Je ne crois pas que cela va changer. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que les Russes et les Chinois retirent leur soutien de sitôt. Ils ne veulent pas que l'Iran s'effondre dans le chaos. Je veux dire, personne ne veut que l'Iran sombre dans le chaos, à part Israël, qui adorerait voir l'Iran se dissoudre dans une guerre civile et des factions rivales. Mais ce n'est dans l'intérêt de personne d'autre que cela se produise. Bien sûr, les Israéliens influencent la politique américaine, donc il y a toutes les raisons de penser qu'ils essaieront à nouveau. Mais qu'en penses-tu, toi? Tu sais, l'approche actuelle des Américains envers Gaza et les Palestiniens suscite en réalité de l'opposition en Israël. Et quoi que l'on pense du dispositif mis en place par Donald Trump avec cette résolution 2803 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui fait en gros de Gaza une sorte de protectorat onusien moderne, ce qui est horrible à sa manière. Le plan prévoit que le Conseil de la paix, accompagné de la Force internationale de stabilisation, intervienne pour remplacer les FDI. Et les Israéliens semblent détester cela. Ils ne veulent pas abandonner. Tu sais, ils occupent encore la moitié de Gaza et ils continuent de tuer des gens chaque jour, non? Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ils ont tué plus de 450 Palestiniens là-bas. Je veux dire, encore une fois, pour les Israéliens, un cessez-le-feu signifie que l'autre camp cesse de tirer pendant qu'il tue en toute impunité. Et si le véritable plan du Conseil pour la paix et l'idée d'une force internationale de stabilisation se concrétise, cela freinerait sérieusement la stratégie israélienne. Penses-tu que cela va changer quelque chose dans la région? Eh bien, à mon avis, cette stratégie a échoué, et elle va échouer. Je ne pense pas qu'Israël va survivre encore très longtemps, pour dire la vérité. Je pense que cette guerre, ou ce génocide, a porté un coup énorme à Israël. Il faut se rappeler qu'avant le début de la guerre en 2023, les Israéliens se disputaient déjà entre eux. Des personnalités israéliennes de tout premier plan, y compris d'anciens premiers ministres, disaient que c'était la fin du sionisme, la fin d'Israël. Ils avertissaient même qu'il pourrait y avoir une guerre civile. Tout cela se passait en 2023. Et maintenant, après plus de 2 ans de génocide, la popularité d'Israël a totalement chuté dans le monde entier. Et vous savez, en particulier dans le monde arabe, il faut se rappeler qu'Israël dépend des pays arabes pour sa sécurité. Je veux dire, l'une des choses que le génocide nous a montré, c'est qu'Israël dépend de 2 facteurs qui échappent à son contrôle pour continuer d'exister: le soutien occidental et la trahison arabe. Et aucun de ces 2 facteurs ne peut durer indéfiniment. Si l'un d'eux venait à changer, cela deviendrait un problème existentiel pour Israël. Donc, dans l'ensemble, cet ensemble de problèmes internes et externes, je pense, forme une
Il est impossible d'entrevoir une issue. It's impossible to see a way out. You know, they've tried ethnic cleansing. Vous savez, ils ont essayé le nettoyage ethnique, ils ont essayé le génocide. Cela a échoué. En fin de compte, le Hamas existe toujours. Les Palestiniens sont toujours là. Et je pense que les Israéliens perdent confiance dans tout le projet. Ils déplacent leur argent ailleurs. Je veux dire, qui voudrait créer une entreprise ou construire un avenir en Israël aujourd'hui? Les Israéliens que je connais prévoient de partir. Donc je pense, combien de personnes, 5 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique, pensaient que l'Union soviétique allait s'effondrer? N'est-ce pas? Tu sais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, cette structure existe depuis maintenant 80 ans. Et as-tu réellement des données? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des phénomènes comme la fuite des capitaux ou le départ de certaines personnes? Je veux dire, on sait que pendant la guerre de 12 jours, Israël a dû interdire à sa population de quitter le pays. C'était du genre, d'accord, vous n'avez pas le droit de fuir, personne n'a le droit de prendre l'avion pour partir. Parce que cela aurait pu tourner à un exode massif. Non? Donc il y a ce genre de faiblesse. Et bien sûr, on ne sait pas vraiment combien de personnes en Israël ont une double nationalité, qui pourraient, tu vois, du jour au lendemain, repartir aux États-Unis ou en Europe, d'où elles viennent, n'est-ce pas? C'est un vrai problème pour Israël. That's quite a problem to Israel. So this is Israel's 77th year, right? Donc, c'est la 67e année d'Israël, n'est-ce pas? Le royaume croisé de Jérusalem a duré 88 ans. L'occupation française de l'Algérie a duré 132 ans. L'occupation anglaise de l'Irlande a duré environ 800 ans. D'accord, tôt ou tard, ces colonies de peuplement finissent par disparaître, n'est-ce pas? Elles perdent, elles se désagrègent. Et nous avons vu cela encore et encore au fil de l'histoire. Il semble donc très improbable qu'Israël atteigne 88 ans comme le royaume croisé. Puis il se désintégrera naturellement, comme l'Afrique du Sud de l'apartheid, lorsque les Israéliens comprendront que, sans avenir, quand plus personne ne veut y aller ni y investir, ils partiront tout simplement. Et le pays s'effondrera rapidement. Tout comme l'Algérie, qui était censée être éternelle, et qui, en quelques semaines ou quelques mois, a atteint un point de bascule. And then in a matter of a few weeks or a few months, it just has to reach a tipping point. Ultimately, it's about confidence, and this can happen. En fin de compte, il s'agit de confiance. Et vous savez, cela peut arriver, tout peut se désagréger très rapidement, en quelques semaines ou quelques mois. 1 million de personnes peuvent partir, comme ce fut le cas en Algérie française. Donc, vous savez, je pense que nous n'en sommes pas encore là, mais je crois que c'est inévitable, franchement, et que cela arrive à cause de cette accumulation de problèmes. Je veux dire, je sais que cela semble impensable, mais autrefois, la fin de l'Empire britannique paraissait impensable. La chute de Rome paraissait impensable. Mais ensuite, une fois que c'est arrivé, cela a semblé totalement inévitable. Et tout le monde a dit « Oh, j'ai toujours su que cela allait arriver ». Donc je ne pense pas qu'Israël soit fondamentalement différent de d'autres projets coloniaux de peuplement du passé. Et ils ont tous suivi la même voie. Penses-tu que dans leur esprit, la chute de l'Iran pourrait être quelque chose qui permettrait d'éviter cela? Bien sûr. Oui, je veux dire, absolument. Les Israéliens aimeraient diviser l'Iran. Ils veulent évidemment diviser tous les pays arabes et musulmans. C'est leur objectif. Ils veulent les contrôler ou les fragmenter. Et nous les avons vus faire cela. Vous savez, ils ont contribué à la division du Soudan. Ils ont essayé de diviser la Somalie avec le Somaliland. Ils essayent de morceler le Yémen. Donc bien sûr, c'est la stratégie du diviser pour régner. Et parce que si vous parvenez à fragmenter ces pays arabes, eh bien cela leur donne un certain espoir. Mais d'autres pays ne peuvent pas être divisés, comme l'Égypte. Mais à la place, ce que vous pouvez faire, c'est maintenir une dictature docile qui sert en fin de compte les intérêts d'Israël. Et vous savez, c'est ce qu'on a en Arabie Saoudite et en Égypte.
Ce sont les deux pays arabes les plus importants. Et il est tellement crucial pour Israël que l'Égypte et l'Arabie saoudite restent, vous savez, dans leur état actuel. En d'autres termes, qu'on ne leur permette pas de choisir leurs propres dirigeants et qu'ils soient dirigés par ces dictatures absolues, secrètes et corrompues, prêtes en fin de compte à agir dans l'intérêt d'Israël plutôt que dans leur propre intérêt national. Et cela doit rester ainsi. Mais vous savez, si cela venait à faillir, ce serait à nouveau un problème existentiel pour Israël. Et c'est encore une fois l'un des problèmes qu'ils ont à cause du génocide. Les Arabes ont évidemment regardé cela avec horreur, et la situation atteint un point d'ébullition dans le monde arabe. Tôt ou tard, le printemps arabe reviendra, et ces régimes seront renversés. Alors Israël n'aura plus le confort de savoir que les régimes arabes le soutiennent. Cela va donc se produire, et quand ce sera le cas, ce sera encore un autre problème, un autre clou dans le cercueil. Oui, et bien sûr, il y a aussi ce autre problème. Pour qu'Israël réussisse, il faut que l'Égypte joue le jeu. Mais à un moment donné, Israël devrait expulser le 1,5 million de Gazaouis restants vers le Sinaï, ce qui serait une condamnation à mort pour le gouvernement d'Al-Sisi si cela arrivait. Parce que non, les Égyptiens n'accepteraient pas ça. Ils ne le pourraient pas. Et même s'ils le faisaient, cela signifierait simplement que la guerre viendrait chez eux. Parce qu'alors, les bombardements commenceraient là-bas, n'est-ce pas? Donc, en un sens, tout ce projet s'est vraiment enfermé dans un coin très très sombre, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact. Ils se sont enfermés eux-mêmes dans une impasse. Je veux dire, la seule issue serait, tu sais, un nettoyage ethnique et un génocide à grande échelle, ce qui a essentiellement déjà été tenté et a échoué. Donc il n'y a pas d'autre issue. Et à mesure que le monde perd confiance en Israël, c'est la fin du jeu, comme ce fut le cas en Afrique du Sud. Évidemment, Israël dépend actuellement totalement de l'aide occidentale, de l'aide militaire et du soutien occidental, avant tout du soutien des États-Unis. Mais on peut voir que tout cela est en train de changer dans les sondages. Cela a tellement évolué au cours des dernières années. Je veux dire, le changement très spectaculaire de l'opinion publique, évidemment principalement chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, et maintenant chez les jeunes républicains, c'est un énorme problème pour Israël. Et rien n'indique qu'ils vont s'en remettre. On a vu Mamdani être élu à New York. Ça, c'était un autre séisme. Ils se sont complètement enfermés dans une impasse. Et tu sais, oui, ils aimeraient pousser 1 million de Palestiniens dans le Sinaï, mais Sisi ne peut pas accepter cela. Il l'a clairement fait savoir. Ce serait contraire à son récit sur les raisons pour lesquelles il devrait rester au pouvoir. Je veux dire, évidemment, il n'a presque aucune légitimité, voire aucune, de toute façon. Donc, il est en difficulté. Alors, il a inventé ce récit selon lequel il serait, vous savez, le protecteur de l'Égypte. Et ce serait un coup fatal à sa légitimité si cela devait se produire. Et non, je veux dire, il l'a clairement fait comprendre. La Jordanie aussi, ils n'accepteront pas cela. Cela place Israël dans une position difficile. À présent, Israël a reconnu le Somaliland et a manifestement des projets pour y déplacer des Palestiniens. Mais je ne pense pas que quiconque croit vraiment qu'il soit réaliste de déplacer 1 million de Palestiniens de Gaza vers le Somaliland. Le problème continue donc. En fin de compte, le Hamas est toujours là. Ils ne vont pas remettre leurs armes au Conseil de la paix. Personne ne va pouvoir les désarmer. Donc en substance, la guerre continue. Nous sommes dans une pause, enfin, même pas une vraie pause dans la guerre. Comme tu le dis, des gens meurent chaque jour, donc tôt ou tard, ça va reprendre. Rien n'est terminé, rien n'est résolu. Mais ce qui a changé,
c'est qu'Israël a perdu énormément de soutien et est devenu stratégiquement beaucoup plus faible qu'avant. Et cela signifie, tu sais, qu'ils font face à une crise existentielle. Je pense que les Israéliens en sont conscients et qu'ils préparent maintenant leur second passeport et élaborent des plans et des arrangements alternatifs, parce que tout le monde peut voir désormais dans quelle direction le vent souffle. Donc, dans l'ensemble, votre évaluation est que le temps joue désormais contre Israël. Et si l'on se place du point de vue de l'Iran, plus ils parviennent à résister à ces assauts, et nous en avons connu 2 en 7 mois, plus la situation s'améliore pour eux. Où voyez-vous un obstacle stratégique qui rendrait l'avenir sombre pour l'Iran? Non, cela a toujours été la position arabe et musulmane, qu'Israël est une aberration. C'est contraire à l'histoire, contraire à la géographie. C'est un corps étranger implanté dans la région, et tôt ou tard il sera expulsé, tout comme le royaume croisé a été expulsé après 88 ans. Ils savent donc que cela finira par arriver. Pour l'instant, Israël contrôle la situation grâce à son soutien occidental, et parce qu'il a réussi à installer ses dictateurs arabes dociles en Arabie Saoudite, en Égypte et dans les pays voisins, qui bloquent tout soutien à la Palestine. Mais ce n'est pas une situation stable. Tôt ou tard, le printemps arabe reviendra et ces dictateurs seront renversés. Et bien sûr, les Arabes, il n'y a absolument aucun amour pour Israël. Donc dès qu'ils obtiennent la liberté et qu'ils peuvent choisir leurs propres dirigeants, eh bien, tu sais, la situation sera très différente. Donc non, je pense que tous les Arabes et les musulmans de la région jouent sur le long terme. Et ils savent, c'est aussi la vision du Hamas, qu'on ne peut pas renverser Israël aujourd'hui, mais qu'il mène une guerre prolongée, une guerre populaire prolongée, comme Mao Zedong en parlait dans sa philosophie des longues guerres de résistance. Et tôt ou tard, tu sais, il est très difficile de renverser une puissance coloniale. Elle dispose d'énormes ressources. Mais cela prend beaucoup de temps. Cela demande d'énormes sacrifices, que ce soit au Vietnam ou en Algérie. Bien sûr, des millions de personnes doivent mourir, c'est admis. Mais au final, le peuple gagnera, car il peut rendre le coût de l'occupation trop élevé pour les colonialistes. Et à la fin, les colonialistes abandonneront parce qu'ils ont un autre endroit où aller, et ils décideront que ce n'est plus un prix à payer. Mais les gens qui vivent là resteront toujours là, ils ne vont nulle part. Donc en fin de compte, les Israéliens feront leurs valises et retourneront d'où ils viennent. Je veux dire, le récit israélien est bien sûr que c'est leur terre, n'est-ce pas? Que c'est leur terre depuis 3000 ans et que les Arabes sont les occupants. Mais je pense que la réalité finira aussi par s'imposer là-bas. Et simplement pour le bien des habitants d'Israël aujourd'hui, ils doivent trouver un moyen de vivre d'une manière ou d'une autre dans ce voisinage, n'est-ce pas? De se faire des amis dans ce voisinage et de faire la paix avec les Palestiniens, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire, ils ont eu cette opportunité, et vous savez, clairement, elle a été gâchée. Autrefois, cela aurait pu être envisageable. Les choses auraient pu être tellement différentes pour Israël. Je veux dire, Israël a fait de mauvais choix, et l'Amérique l'a aidé à faire de mauvais choix. Ils se sont détruits eux-mêmes. Et pour être honnête, ils ont presque détruit le judaïsme, tragiquement. Le judaïsme a été tellement abîmé par Israël. Autrefois, une religion libérale, ouverte aux Juifs de tous horizons. Et maintenant, à cause de ce projet sioniste, évidemment, les Palestiniens sont les premières victimes du sionisme. Mais de nombreux Juifs non sionistes en sont également victimes. Donc, non, je veux dire, tout le projet a été un désastre total, et il est en train de se désagréger peu à peu.
Mais personnellement, je pense souvent au polymathe nord-africain du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui a écrit dans son œuvre majeure, la Muqaddimah. Il y expliquait que les nations sont comme les êtres humains, n'est-ce pas? Elles naissent, elles grandissent, elles mûrissent, puis finalement, elles tombent malades, se décomposent, se désagrègent et finissent par mourir. Et c'est essentiellement ce que nous voyons en Israël. Ce qu'Ibn Khaldoun écrivait dans la Muqaddimah, c'est qu'en général, cela prend 100 à 120 ans. Lorsqu'une nation naît, il existe une très forte solidarité sociale, ce qu'il appelait Asabiya, où les gens croient vraiment au projet dès le départ. Et il y a alors une grande force et cohésion sociale. Et donc, vous savez, la nation est fondée. Elle est très forte. Mais ensuite, au fil des années, elle commence à se désagréger. Les gens deviennent paresseux, corrompus, ils se livrent à des querelles internes, et la nation forte commence à s'affaiblir. La nation affaiblie finit alors par s'effondrer, et une nouvelle peut être rétablie à sa place. C'est le cycle des nations. Et c'est là où nous en sommes avec Israël. Elle a été créée très forte au départ, avec des bases solides. Mais elle a perdu sa voix. Aujourd'hui, elle est profondément divisée. Elle est devenue très religieuse et conservatrice, ce qui est totalement en décalage avec ses soutiens en Europe, qui ne sont pas des conservateurs religieux. Donc, vous savez, tout cela a conduit à une situation où Israël montre évidemment les mêmes problèmes que les autres sociétés occidentales aujourd'hui, ce qu'il n'avait pas au début, quand c'était ce petit État colonial audacieux en train de se constituer. Malheureusement, ils ont fait beaucoup de mauvais choix, et tout le projet a échoué. Mais cela n'avait pas besoin de se passer ainsi. Ils auraient pu faire la paix avec les Arabes. C'est une belle idée, mais il faut dire qu'il n'y a jamais eu de tentative sérieuse en ce sens. Je veux dire, tout le projet israélien a commencé avec la Nakba, et tout a été fondé sur la dépossession des Palestiniens et sur la violence. Donc il n'y a jamais eu de tentative sérieuse. Mais s'ils avaient essayé, alors il aurait peut-être été possible d'avoir, vous savez. Et nous avons eu les accords d'Oslo. Nous avons eu le processus d'Oslo. Nous avions l'idée. Nous avions une feuille de route qui a ensuite été constamment, systématiquement sapée et utilisée comme prétexte pour faire le contraire. C'était assez triste. Mais oui, il y avait des idées. Il y avait des idées. Oui, ça aurait pu être différent. Mais non, malheureusement, ils ont fait de mauvais choix. Et bientôt, ils paieront. Tu sais, ils vont payer le prix fort pour ça. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore, tu vois, parce qu'ils ont le soutien américain et que la puissance américaine est en déclin. Mais malgré tout, évidemment, l'Amérique dispose de grandes ressources et reste déterminée à soutenir Israël. Donc, ils peuvent encore faire durer les choses quelques années de plus. Mais je ne pense pas que quiconque devrait encore miser sur Israël à long terme. D'accord. Hugh, merci pour ton analyse et surtout pour avoir expliqué ce qui s'est passé avec l'Iran ainsi que pour tes réflexions sur l'avenir de la Palestine. Les gens voudront en savoir plus de ta part. Où devraient-ils aller? Ils devraient jeter un œil à Arab Digest, le site web que j'ai créé il y a environ 10 ans. C'est une entreprise de médias indépendante, un site par abonnement, et nous y discutons de toutes ces questions, ainsi que de la politique au Moyen-Orient. Tout le monde, allez jeter un œil à arabdigest.org. Hugh Miles, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you.